Pierre, tu es mute. Bonjour à tous. Pardon, bonjour à tous. Je suis désolé, j'étais en train de commencer mon introduction sans avoir désactivé mon micro, donc ce qui n'est pas une très bonne chose. En tout cas, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour ce nouveau live organisé par Newton. Je suis Pierre, fondateur de Newton.io, et je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Adam, Lise, Juliette et Anne-Maëlle pour une discussion qui est stratégique pour beaucoup d'entreprises, une discussion qui j'en suis sûr, à mon avis, est une discussion que vous avez eue en interne. Comment essayer de faire en sorte que le sales d'un côté et le marketing de l'autre puissent collaborer de manière efficace et efficiente. Donc, je suis ravi de vous accueillir. Je vais peut-être vous laisser vous présenter les uns les autres. On va peut-être commencer par Lise. Je pense que tu peux y aller. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc, je suis operating partner et part-time CMO. Moi, j'accompagne les dirigeants de sociétés B2B dans la transfo de leur business et de leur orga pour aller chercher de la croissance. Et j'interviens principalement sur leur développement commercial, le développement de leur marque et l'optimisation de leur expert client. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup Lise pour cette présentation. Je vais passer la parole à Adam peut-être. Ouais, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation, Pierre. Moi, je suis fractional CMO aussi. J'interviens auprès d'entreprises B2B, essentiellement de la tech, surtout sur des sociétés qui sont assez sales-led et avec pas mal de culture de ce côté-là. Donc, ça tombe bien qu'on ait ce sujet aujourd'hui. Et je les aide à se développer en construisant un marketing justement qui est nettement plus aligné avec leur business, avec les sales et les partnerships. Impeccable. Merci beaucoup, Adam, pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Juliette. Juliette, si tu veux te présenter. Yes, hello tout le monde, enchantée si on ne se connaît pas. Moi, ma passion, c'est justement ce sujet de l'alignement sales et marketing. Je suis absolument passionnée parce que c'est pour moi un des leviers principaux de la performance en marketing et pour générer plus de revenus. Donc, moi, c'est ça qui me passionne aujourd'hui depuis 10 ans. C'est tout ce qui touche de près ou de loin au marketing, à la performance. Et aujourd'hui, j'accompagne mes clients soit sur du format one-one, coaching, consulting, advisory, soit sur des formations, des ateliers en présentiel, en visio, pour vraiment mon objectif, c'est d'augmenter la performance des équipes marketing. Impeccable. Merci beaucoup pour cette présentation, Juliette. Je vais laisser la parole à Anne-Maëlle. Anne-Maëlle, c'est la représentante avec Lise des sales, on va dire ça comme ça, même si Lise a une double casquette. Anne-Maëlle a une casquette 100% sales, donc je vais te laisser te présenter, Anne-Maëlle. Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je vous appelle depuis l'Espagne, je suis basée à Gijón, aux Asturies. Ça fait plus de 15 ans que je travaille en vente ou en gestion de compte dans la technologie. Je suis passée par des entreprises comme IBM, Yahoo, et depuis quelques années, je travaille en start-up. Donc, j'ai fait 6 ans chez AgoraPulse et là, je suis chez DashZis, un outil de reporting marketing, depuis presque 2 ans. Et j'ai vraiment hâte de cet échange qui promet d'être très instructif. Effectivement, merci beaucoup Anne-Maëlle. On a eu le plaisir de travailler ensemble chez AgoraPulse et on a pu justement tester cette collaboration sales marketing qui avait été, je l'espère en tout cas de ton côté, efficace. En tout cas, c'est un sujet qui intéresse le sujet qu'on va développer aujourd'hui. Je vais rapidement vous mettre à l'écran une petite présentation. Laissez-moi 30 secondes pour pouvoir la mettre en ligne et vous la partager. C'est les aléas un peu du direct. Normalement, tout devrait fonctionner et ça ne fonctionne pas. Donc, on va prendre 30 secondes, même pas 2 secondes pour pouvoir uploader cette présentation. On va commencer par un chiffre. Un chiffre qui est assez important. C'est celui qu'on voit à l'écran. Les équipes sales ne contactent que 27% des leads générés par le marketing. C'est une étude qui a été faite par Forrester en 2023. Elle a maintenant 1 an et demi exactement. Mais pourtant, elle reste toujours d'actualité. Qu'est-ce que ça vous inspire, peut-être Lise, de ton côté, si tu dois donner le point de vue des marketeurs, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce chiffre-là? Est-ce que tu le trouves vrai? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, alors
c'est très révélateur, effectivement, mais c'est souvent, comme moi j'interviens des 2 côtés, en fait, on remarque toujours les mêmes remarques a priori, et le premier truc qui sort, c'est côté marketing, première remarque, c'est: «Ah, les sales, vous ne nurturez pas, les leads qu'on vous envoie», et côté sales, les sales vont dire, le reproche principal, c'est: «On gère trop de volume de leads, ils sont pas qualifiés, préqualifiez-les, en fait, sinon, on va continuer à pas les traiter». Ça, je grossis le trait, mais en fait, c'est ça. Et dans la réalité, ce qui est reproché, on va dire, de plus en plus aux marketeurs, c'est qu'ils sont trop orientés data et moins orientés terrain, donc clients, ce qui se passe dans la réalité. Mais dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'alignement, en fait, dans les objectifs et les KPI entre les équipes sales et les équipes marketing. On va avoir l'occasion d'en reparler justement. Est-ce que toi, tu confirmes ce point de vue, Anne-Maëlle, de ton côté sales? Est-ce que tu as le sentiment, au travers des expériences que tu as pu avoir avant et maintenant, que le marketing, souvent, envoie des leads qui ne sont pas forcément qualifiés? Et peut-être, à voir, est-ce que c'est lié aussi à peut-être des leads qui sont plutôt top of the funnel, tu vois? Oui, alors ça fait écho à ce que dit Lise, que les vendeurs se plaignent que les leads sont peut-être pas assez qualifiés. 27%, le chiffre, j'avais jamais vu ce chiffre, mais le chiffre me surprend. Je me dis, qu'est-ce qui se passe des 73% restants? Est-ce qu'ils convertissent quand même un seul service ou est-ce qu'ils sont complètement perdus? Et je pense que là, il y a des gros efforts marketing qui sont jetés à la poubelle, si c'était le cas. Donc, ça me choque un peu. J'avais jamais vu cette réalité-là avec ce chiffre. Mais c'est certain, je crois que tout le webinaire va être autour de cette discussion, mais la qualification par le marketing, c'est là où je pense que les 2 équipes doivent travailler ensemble pour qu'elles soient alignées et que ce chiffre aille en augmentant. Parce qu'après, un taux de conversion moyen côté vente, si un très bon taux de conversion, ce serait 30%. 30% de 27%, on fait tous le calcul, c'est pas grand-chose. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer ici pour faire basculer ce chiffre. On va reparler, on va essayer de donner des actions concrètes, hein, justement pour aider les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à améliorer ce taux, en tout cas à essayer de faire en sorte qu'il puisse être un peu plus important. J'en profite, on va donc du coup passer sur la discussion. La discussion, on l'a structurée autour de trois orientations. La première orientation, c'est d'essayer de comprendre un peu les enjeux. Et j'avais envie de vous poser cette première question. Les principales sources de friction entre les équipes sales et marketing aujourd'hui, quelles sont-elles selon vous? Et je vais peut-être laisser la parole à Adam pour y répondre d'abord côté peut-être market. Oui, avec plaisir. Écoute, je pense que déjà, il y a le doigt a été mis sur les principales frictions dans l'intro par Lise et Anne-Maëlle. En tout cas, en grande partie, hein, il y a un sujet de vous envoyer trop de leads, pas assez de qualité, et puis de toute façon, on perd notre temps à les traiter. Enfin voilà, il y a beaucoup de reproches là-dessus, qui est assez fréquent du côté des sales. De l'autre côté, le marketing va se positionner en se disant que bah oui, mais vous le nurturez mal, vous n'utilisez pas les bons outils, vous n'avez pas les bons contenus, vous nous donnez jamais de feedback. Enfin voilà, il y a pas mal de défiance qui se crée comme ça entre les équipes. Et il y a aussi une méfiance fondamentale qui est que bien souvent le désalignement vient d'un manque d'objectifs communs, qui est quand même la principale source de friction, je pense. Et au-delà de ça aussi, des KPI qui sont recherchés par les différentes équipes. Quand on a une équipe qui doit aller rechercher d'un côté des MQL, donc des Marketing Qualified Leads, qui sont plutôt axés sur du volume à peu de qualité, on va dire, alors que de l'autre côté, on a des sales qui cherchent à faire du revenu parce qu'eux-mêmes ont des enjeux personnels en termes d'incentive et de leur salaire à la fin du mois qui va tomber en fonction du traitement de ces leads-là. Il y a d'autant plus de friction qui va se créer. Et donc, il y a un premier gros enjeu qui est celui d'essayer d'aligner tout le monde
autour d'un même objectif. Après, chacun va y contribuer de manière différente, mais c'est pour moi quand même le plus gros enjeu primaire. Très clair, merci. Est-ce que Juliette ou Lise, ça vous fait réagir aussi côté market? Est-ce que ce chiffre-là, il a une résonance, celui qu'on évoquait? Et puis cette question, est-ce qu'elle vous inspire quelque chose? Je rejoins complètement Adam, là-dessus. C'est pour moi, il y a ce sujet d'objectifs, en effet. Déjà, il y a le problème de ne pas être aligné sur les objectifs, mais il y a aussi que côté sales, Adam l'a dit, c'est des objectifs qui sont au mois. En fait, les sales, ils attendent de closer un maximum de clients sur un mois pour atteindre leurs objectifs, et cetera, versus le marketing qui a plutôt une vision très long terme. Et c'est vrai que moi, j'ai pu voir par le passé et chez des clients qu'en fait, tout le monde a un petit peu sa temporalité et forcément, tu ne peux pas te comprendre quand toi, ton objectif, il est à la fin du trimestre versus les sales qui est à la fin du mois. Donc, déjà, bosser sur cet alignement-là. Et je trouve que très rapidement aussi, le plus gros problème côté market, c'est qu'objectivement, on n'est pas assez intéressé par les personas. On parle tout le temps de personas, mais en fait, on connaît très, très peu nos clients. On ne va pas assez clairement faire des sales, des calls de vente, etc. avec les sales. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a une grosse problématique côté commercial, sales. C'est un peu dur de dire ça, mais franchement, c'est pour le coup même des responsables sales qui m'ont dit ce truc-là. Mais en fait, les sales sont assez feignants, sont très focus sur l'atteinte de leurs objectifs et du coup, je ne vais pas me rajouter du taf si ça ne me permet pas d'atteindre tout de suite mes objectifs. Donc les leads qui ne sont pas assez qualifiés, je ne vais pas perdre du temps avec. Donc je pense que ça explique aussi ces 27% où on va aller chercher vraiment que les top leads qui vont être rapidement convertibles en opportunités et en clients. On va Donc je peut-être pense laisser Anne-Maëlle réagir là-dessus parce que je pense que la petite pique sur les sales, elle doit l'apprécier. Qu'est-ce que ça t'inspire, Anne-Maëlle? Est-ce que tu confirmes ou pas? Alors, j'ai retenu le mot-clé feignant. on peut lui trouver des synonymes. Après, je suis pas entièrement d'accord, mais je suis pas non plus contre ce que tu viens de dire, Juliette. C'est vrai que c'est très pertinent ce que tu dis sur le manque d'alignement, des priorités, des KPI, mais aussi sur la temporalité. Un commercial doit travailler au mois. En tout cas, dans les environnements startup B2B, c'est principalement au mois, alors que le marketing, lui, travaillera sur des ROC au trimestre. Donc là, déjà, il y a un problème de temporalité. Et la pression de l'atteinte d'objectifs n'est pas partagée. Parce que peut-être, et là je vais soulever un point, peut-être que le marketing devrait travailler plus sur des incentives aussi, parce que le marketing est là pour développer, pour attirer des leads, mais là où j'ai pu travailler dans le passé, puis encore aujourd'hui, le marketing est quand même incentivé sur du self-service, c'est-à-dire ces 73% de leads qui ne sont pas qualifiés pour les ventes vont quand même peut-être convertir, et le marketing n'est pas incentivé sur ces leads self-service. Voilà, donc je reprends un peu ce qu'a dit Adam, ce qu'a dit Juliette. Feignant, je ne sais pas, mais je pense que derrière le mot feignant, c'est manque d'alignement des objectifs. C'est certainement ça. Ouais, c'est assez vrai et je pense qu'il y a aussi une autre chose qu'on minore parfois, c'est le fait que ces objectifs-là vont, au niveau de la direction générale, évoluer assez rapidement. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des personas, des cibles, des audiences. Il y a souvent, quand on est perdu stratégiquement, une volonté d'aller essayer de s'adresser à plusieurs audiences et ça va souvent changer rapidement, ce qui peut perturber la stratégie marketing et qui, par ricochet, peut aussi avoir un impact sur les ventes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir sans doute pour la plupart d'entre vous dans le passé. Et pour le coup, je pense que ça joue aussi. Et après, comme tu le disais justement, Anne-Maëlle, il y a aussi un alignement qui est lié à la temporalité et aux incentives qui, à mon avis, méritent d'être creusés. Je vous propose qu'on passe peut-être sur des exemples concrets. Peut-être que Anne-Maëlle, justement, tu as pu en avoir des exemples concrets sur voilà, cet exemple que tu illustrais du manque d'alignement, ou peut-être d'autres parmi vous, Adam, Lise, Juliette, avaient un exemple concret à partager. Je ne sais pas qui voudrait éventuellement partager un retour d'expérience là-dessus. Alors moi, on est tous très polis, mais il faut y aller. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y.
Alors, justement, c'est bien de partager des exemples des deux côtés, market et sales. Donc pour commencer par l'exemple marketing pur, où le problème vient du market, heu, on est dans, une société de services, la corp lance présente une nouvelle offre super intéressante pour, on va dire les clients dormants, hem, mais en gros, ce que ça apporte, c'est clairement une augmentation du panier moyen, potentiellement. Et en fait, quand je dis nouvelle offre, corp, ça veut dire que les moyens humains, financiers en interne pour commercialisés localement, donc par exemple en France, sont là. Très bien, c'est présenté, on voit les bénéfices, tout, mais en fait, c'est nouveau, c'était pas dans les objectifs. On parlait du temps long côté, market et donc en fait, le marketing localement n'a pas déployé, les, sales tools en français et cetera. Ce qui fait que les sales localement n'ont pas leurs outils d'aide à la vente pour le commercialiser. Résultat, ce que ça a fait, c'est que, hem, 6 mois dans la gueule, en fait, dans la réalité, 6 mois où, cette offre n'a pas été déployée en interne. Donc je vous parle même pas du chiffre d'affaires perdu. Ça c'est un. Ça c'est l'exemple, où le problème vient du market. Deuxième exemple, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a mis le paquet pour lancer une nouvelle offre, de service. Heu et en fait, moi, je débarque, sur le projet, 2 semaines 2 semaines juste au moment, de la commercialisation et je me rends compte au bout de 2 jours qu'en fait, les sales sont pas incentivés, sur correctement sur la commercialisation de l'offre. Alors que Ce t'étais qui pas veut là. dire qu'en gros, moi, je suis sales, qu'est-ce que j'y gagne? Heu, Moi, mon pipe fonctionne assez bien, heu et en fait, je suis mon objectif sur le fin de mois, c'est un certain chiffre d'affaires, mais je suis pas spécifiquement obligée d'avoir, tant de pourcentage réalisé sur la vente de telle offre. Donc en fait, je vais pas la pousser parce que, c'est nouveau, je suis pas à l'aise dans l'argumentaire, c'est encore tout neuf et au final, j'atteins mon objectif. C'est Or, intéressant, c'est tu vois? intéressant l'exemple que tu donnes, Lise, parce que c'est aussi un problème aussi de fond, qui est aussi peut-être le problème d'alignement des directions en tant que telles. Et là, le Exact. rôle peut-être des managers, côté commercial, côté marketing, pour aller, travailler de concert. Il y a peut-être derrière ça aussi un sujet qui est lié au leadership et à la direction, que souhaite prendre, l'entreprise à un moment où on déploie une campagne ou qu'on lance un produit, et cetera, et cetera. C'est très intéressant, on aura l'occasion d'y revenir. Je propose que, comme le temps passe et qu'on va avoir pas mal d'autres sujets à aborder, qu'on rentre dans le vif avec cette deuxième séquence qui est celle oula, pardon, excusez-moi, voilà, des bonnes pratiques et des solutions, je vais y arriver. Et j'avais une question à vous proposer, c'est celle des processus, des routines que vous avez pu mettre en place dans le passé ou à l'heure actuelle avec certains de vos clients ou employeurs. Qu'est-ce qui peut permettre concrètement d'améliorer la collaboration entre le sales et le marketing, et selon vous, quels sont les plus efficaces? On va peut-être commencer par Anne-Maëlle, si vous voulez, côté sales, ce serait intéressant d'avoir son point de vue, je pense. Ok, oui. Alors, je pense qu'on va être assez alignés là-dessus, tous les experts qui sont autour de cette table. La rencontre, donc les échanges, qu'ils soient physiques, s'il y a un retour au bureau ou que ce soit en ligne, peu importe, mais les rencontres sont, je pense, indispensables. Là où je suis actuellement, c'est bimensuel. Chez Agorapulse avec Pierre, c'était bimensuel aussi. Mais l'échange, le partage de retour, de feedback, et ce qu'on a mis en place aussi, c'est si vous avez une messagerie type Slack, ça peut être une autre messagerie, mais un channel dédié entre les ventes et le marketing. Comme ça, la communication, on n'attend pas la rencontre bimensuelle. On peut aussi se poser des questions en direct tous les jours. Donc, c'est un premier point. Et puis après, faire du contenu co-construit.
C'est-à-dire que le marketing ne travaille pas en silo sur les contenus qu'il estime être pertinents parce que Juliette l'a soulevé, il y a un problème de persona, on n'est pas aligné sur le persona, mais que le marketing et les commerciaux, la vente se parlent pour établir justement quel est le bon persona et donc des contenus co-construits. Et je vais laisser la parole aux autres, je suis curieuse de voir ce qu'on peut en tirer côté marketing. Peut-être un point de vue là-dessus, Juliette. Oui, moi je suis complètement d'accord sur la nécessité de parler. C'est hyper important. Moi, ce qui a été toujours le plus efficace, c'est de faire un point hebdo avec le responsable commercial. On parlait tout à l'heure de justement ce manque d'alignement parfois même entre les managers en fait des deux équipes. Quand j'étais chez Spandesk, c'était un des vrais soucis qui a fait qu'on a mis beaucoup de temps à retrouver cet alignement. J'ai mis 3 à 4 ans avant d'avoir un vrai bon alignement avec les sales et qu'on puisse avoir des résultats vraiment excellents grâce à ça. Et donc, le fait d'avoir instauré cette routine de voir le resto commercial une fois par semaine pour gérer un peu tous les sujets en cours, voir s'il y a des feedbacks qui ont été remontés par son équipe, etc. Une des routines qui est hyper bien, c'est aussi que le marketing participe au point hebdo des commerciaux. Donc là, plus en équipe, donc qu'il y ait au moins le responsable marketing ou en tout cas la personne qui interagit le plus avec eux puisse participer juste pour entendre quelles sont les problématiques des commerciaux en ce moment et pouvoir montrer que physiquement elle est présente et qu'elle est intéressée par ces sujets-là. Ça renforce cette confiance aussi qu'ont les commerciaux avec le marketing. Et ça permet évidemment que s'il y a un sujet, typiquement, il y a un webinar qui arrive ou il y a tel événement auquel on va participer, j'ai besoin d'aller chercher des sales qui vont, on en reparlera un peu plus tard, mais qui vont être ambassadeurs sur certains sujets ou le webinar arrive, envoyer telle invitation à vos prospects du moment, etc. Donc ça, c'est aussi extrêmement important et super efficace. Et moi, ce que j'aime bien aussi rajouter, c'est un outil. Alors, moi, je suis très team Notion, mais un outil, par exemple, dans Notion, qui permet aux commerciaux d'aller soumettre des idées de projets à mener au marketing. Et de pouvoir avoir comme ça, le marketing, en fait, va décider, en fait, de prioriser ou pas, d'essayer de comprendre un peu quelle est la temporalité du besoin de la demande. Et ensuite, c'est le sales qui a fait sa demande qui va suivre, en fait, tout le déroulé du projet et s'assurer, en fait, d'à la fois être promoteur pour sa propre équipe, parce que mine de rien, c'est ce qui est le plus efficace, c'est que ce soit les sales qui soient promoteurs auprès de leur propre équipe des initiatives marketing, et puis de pouvoir avoir la feedback loop, le fait de donner un maximum de retours sur comment ça se déroule et quels sont les résultats côté prospect. Effectivement, c'est une très bonne remarque. C'est d'ailleurs pour ça que chez Newton, on a intégré cette intégration, enfin cette fonctionnalité de pouvoir laisser les commerciaux demander du contenu nécessaire. Il y avait peut-être un point que tu voulais rajouter, Anne-Maëlle, ou je ne sais pas, il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole. Peut-être Lise. Oui, en fait, juste parce que pour rejoindre ce que Anne-Maëlle et Juliette ont mentionné, en fait, bon, dans le B2B, souvent, en tout cas sur mes projets, tout est drivé par les sales. Donc, la priorité va, on va dire, majoritairement aux sales, mais en tout cas, dans la collab et l'alignement entre sales et market, les rituels sont très importants. Et c'est pour ça que, en fait, c'est très clair, codifié pour mettre de la fluidité. Donc, hebdomadairement, par exemple, le market est présent, une personne du market est présente au stand-up sales, à l'hebdo stand-up sales, où uniquement il y a un partage des résultats. Mais par contre, marketing repart avec l'ensemble des informations de la semaine. Au niveau mensuel, c'est différent dans le sens où le marketing a 5 minutes où il lead dans la business review. Comme ça, il y a un point sur les contenus et un point sur les campagnes par business line. Et trimestriellement, c'est là où on fait les ajustements sur l'alignement des KPI entre sales et market, parce que c'est là où vraiment le bas blesse et où on va dire on peut bien redresser la barre. C'est au niveau des KPI et des objectifs de chacun.
et c'est au niveau annuel, on parlait tout à l'heure de la problématique des ICP, c'est très important, où on organise vraiment des workshops où on définit les clients et les offres stratégiques par pays. Donc comme ça permet à chacun de repartir travailler de son côté. Et puis les rituels trimestriels, hebdo et mensuels servent de point de rencontre à chaque fois. Très intéressant. Je vous propose qu'on prenne peut-être une question, et j'ai affiché celle d'Amélie. Avez-vous déjà fait l'expérience d'un field marketeur rattaché à une équipe sales locale? Le changement de paradigme est puissant. Et si vous ne l'avez pas vécu, que pensez-vous de cette structure atypique d'organigramme? Est-ce que Adam ou Anne-Maëlle ou Lise, ça vous inspire justement quelque chose? Juliette, ça vous inspire quelque chose? Ouais, de la méfiance, mais Pourquoi justement? non, Pourquoi? en fait, pour moi, si tu veux, il y a le principal problème de ce type de structure, c'est qu'en fait, il y a pas mal de boîtes dans lesquelles il y a déjà, en fait, de fait, un field marketing qui est entièrement soumis à une influence sales et non pas à une collaboration. Et donc, en fait, à partir de là, on a un système qui risque de se créer si le leadership sales n'est pas assez éclairé sur les enjeux marketing, ce qui existe, hein, heureusement il y en a, mais il y a un risque d'action court-termiste et de boucle d'action court-termiste qui se met en place, où on a un marketing qui est juste un enregistreur de commandes et qui n'est pas capable de porter la vraie vision du marketing avec des actions de long terme et pas simplement d'aller permettre aux sales de faire à peu près leur objectif à la fin du mois, ce qui va devenir de plus en plus difficile parce que justement le marketing n'aura pas fait son boulot en parallèle. Donc je dirais en soi, moi je suis assez pour le fait d'essayer de travailler à fusionner ou en tout cas à collaborer de manière extrêmement proche entre les équipes. Et il y a des équipes qui maintenant sont managées par des CRO et qui ont les deux visions-là. Mais ce que je vois au quotidien, c'est que quand le CRO a en fait un ADN 100% sales, ça fonctionne pas parce que justement il y a cette prédominance qui est trop forte et qui permet pas au marketing de s'exprimer dans l'ensemble de ses composantes au final. Donc c'est vraiment, ça dépend essentiellement du leadership là-dessus. S'il y a un leadership qui prend en compte l'ensemble des composantes, oui. Et là, c'est super bien parce que justement, il va y avoir une sorte d'alignement forcé au final dessus sur les objectifs, sur les moyens, etc. Si c'est juste un sales qui prend en charge aussi le marketing, je mets des gros warnings. Voilà. Alors moi, je suis pas d'accord avec Adam, donc. Vas-y. En fait, il y a vraiment des spécificités marché qui sont pas à négliger, et l'avantage de cette structure, parce que moi je l'ai constaté plusieurs fois, c'est qu'en fait le field manager qui est rattaché localement, en fait, il apporte beaucoup plus de business intelligence à l'équipe sales localement. C'est là où c'est fort. Simplement, la problématique dessus, et là, c'est pas tellement lié aux sales, mais à la force interne du marketeur localement pour remonter ces infos à l'équipe market centrale. Pourquoi? Parce que ce qui pêche le plus souvent, c'est que le market ne fonctionne pas suffisamment fort conjointement sur les parties business lines. Donc, si le marketeur localement est rattaché aux sales, de facto, ils fonctionnent ensemble, ils fonctionnent en binôme. En revanche, il faut aussi que le marketing local puisse remonter ces informations en interne pour faire adhérer plus centralement, on va dire, le marketing brand, etc. et corporate aux actions qui sont faites au niveau de la business unit. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu en penses côté sales, Anne-Maëlle, justement?
Je l'ai déjà vécu. Il y a certaines entreprises qui sont constamment en mouvance d'essayer de changer des organisations et que le marketing soit un peu plus inclus dans la partie vente. Déjà, je pense c'est très subjectif, mais est-ce que la personne qui est marketing, qui est là, donc field marketing, est-ce qu'elle a déjà une appétence pour travailler avec des commerciaux? Je pense que ce serait la première chose parce que ça peut être deux univers complètement différents. On l'a vu, les temporalités, mais est-ce qu'il y a déjà aussi le langage? Est-ce que le langage est commun? Est-ce que les outils vont être communs? Donc, il y aurait beaucoup de choses à valoriser pour que ça se passe bien. Après, j'entends ce que dit Adam. Il ne faut pas que ce soit juste un receveur d'ordre et qu'il soit à la merci des ventes. Il faut que la collaboration soit intelligente et qu'elle travaille main dans la main. Ça, je pense que c'est clé et ça peut faire un bon cocktail si le responsable d'équipe a aussi, lui, cette vision marketing et vente en même temps. Mais bon, donc je l'ai vécu. C'est vraiment des questions de profil et on le voit, un profil à la fois au niveau des leaders, au niveau des équipes, on l'a dit tout à l'heure, et aussi peut-être concrètement au niveau des personnes qui composent l'équipe en tant que telle. Très intéressant. Je vous remercie pour ce point de vue. Je vous propose qu'on passe peut-être sur une question, un point qu'on a abordé, qu'on a effleuré. Tout à l'heure, Anne-Maëlle, tu soulevais le fait que l'équipe Sales était demandeur de contenu et qu'il fallait qu'il y ait une collaboration qui se passe bien sur la production de contenu. On sait que le contenu, c'est quelque chose qui est important pour les équipes, pour venir nourrir l'action commerciale et générer des leads. Côté sales, c'est quoi les contenus marketing que vous demandez le plus souvent, que tu as pu constater, Anne-Maëlle? Je pense que le premier qui me vient à l'esprit, c'est des cas clients par vertical, parce que quand le sales a besoin d'aller toucher un lead spécifique, il a besoin justement d'avoir cette assurance de dire je peux te démontrer ce qu'on a déjà fait avec un concurrent à toi. Donc ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Et ensuite, si on veut travailler un peu plus dans le employee advocacy, et qu'on sait que sur les réseaux sociaux, par exemple comme LinkedIn, les réseaux sociaux professionnels, on peut essayer d'augmenter aussi une portée et de l'ampleur de certains sujets de sa marque. Mais pour ça, il faut que le marketing accompagne, je pense, les ventes pour créer des contenus voilà, exactement. La personne en vente peut avoir cette fibre de le faire par lui-même, mais je pense qu'à 80%, les personnes qui sont en vente sont les yeux rivés sur leurs résultats et n'iront pas travailler leur présence réseau social. Donc, l'employee advocacy, que le marketing puisse condenser des posts tout faits, ça, moi-même, je le demande souvent. Donc, sur mon expérience, je dirais ça. Je rebondis dessus justement. Est-ce que l'analyse de la performance des contenus marketing, c'est quelque chose que vous faites a posteriori, Anne-Maëlle, et notamment que ce soit sur des campagnes globales? Est-ce que vous avez un décortiquage, on va dire, une analyse des résultats qui est faite par le marketing, ou est-ce que vous avez aussi cette possibilité, est-ce que vous avez cette possibilité plutôt de le faire aussi au niveau individuel dans le cadre de campagnes d'employés advocacy? Alors, là où je suis actuellement, l'accent n'est pas encore mis sur ce point-là. Quand on était ensemble chez Agorapulse, l'employé advocacy était quelque chose qui se pratiquait et je sais qu'il y avait des analyses. Il y avait même comme des petites compétitions internes de qui est-ce qui avait le plus de portée, le plus d'interaction. Mais je crois pas, je serais curieuse de savoir côté marketing, est-ce que c'est des choses que vous voyez avec vos clients, Adam, Lise et Juliette? Est-ce que c'est quelque chose, effectivement, côté marketing, vous avez pu expérimenter, peut-être Juliette ou Adam? Oui, c'est définitivement le suivi de la performance est hyper, hyper important. Moi, je sais qu'il y avait il y a plusieurs types de contenus qui étaient aussi pas mal demandés et un que j'avais un peu créé quand j'étais chez Spendesk et qui continue à bien marcher aujourd'hui avec mes clients, c'est de préparer ce que j'appelle un plan de guerre pour dès qu'il y a une ressource premium qui était publiée, un livre blanc par exemple, c'était de préparer, de pré-mâcher au maximum le travail des sales et ce qui revient à ce que tu partageais sur l'employee advocacy,
c'est ce côté, je leur préparais déjà des mails tout prêts, des posts pour les réseaux sociaux tout prêts et vraiment prémâcher un maximum ça pour pouvoir ensuite s'assurer que c'était partagé au maximum. Et puis ensuite traquer, bah, OK, on a fait cette campagne de promotion de tel webinar ou de tel e-book avec les sales et voir quels ont été les résultats. Ça, c'était vraiment un contenu qui était hyper, hyper apprécié par les sales. Et puis les webinars, mais les webinars plus milieu de funnel, plus sur la conversion. Ça, c'était aussi des contenus qui marchaient très, très bien. Alors, c'est des webinars qui ne sont pas comme ici où il y a beaucoup de participants. C'est des webinars qui sont beaucoup plus restreints en termes d'audience. On va avoir 10, 15 personnes. Donc, c'est des webinars qu'on peut faire tous les mois ou même 2 fois par mois, qui vont être assez subtils sur le fait qu'en fait, c'est une démo que tu vas avoir. Et pour pousser des prospects un peu chauds à demander soit sa démo personnalisée, soit aller vraiment closer le deal côté sales. Ça, mettre en place ces webinaires-là aussi, c'était hyper, hyper efficace. On avait des taux de conversion qui étaient beaucoup plus rapides et beaucoup plus conséquents que sur les webinars comme celui qu'on est en train de faire, qui est sur un sujet plus large jusqu'à amener jusqu'à Newton et ce que vous faites, tu vois. Donc, ça, c'était des contenus aussi qui sont beaucoup demandés et qui sont hyper efficaces sur la conversion. C'est intéressant. On a parlé de résultats de contenu. J'aimerais juste qu'on rebondisse peut-être sur justement comment est-ce qu'on peut évaluer la collaboration, le succès d'une collaboration entre les départements sales et les départements marketing. Parce que c'est quelque chose qui peut parfois prendre du temps en termes d'implémentation, en termes de nouvelles pratiques. Et comment vous avez l'habitude justement d'évaluer si ça fonctionne ou pas, ou s'il faut réajuster? Peut-être, Juliette, je te sens justement inspirée sur cette question. Ouais, bah, ce suivi-là, c'est vraiment sur les résultats, hein, c'est vraiment sur la performance. Regardez comment les deux équipes, enfin, quels sont les résultats? Est-ce qu'on peut raccourcir le cycle de vente grâce à ces doubles efforts? Moi, j'ai une passion aussi pour tout ce qui est sujet all-bound. Donc, c'est le mix justement entre l'approche inbound, qui est plus la création de contenu côté marketing, et l'outbound, qui est plus la prospection, on va dire, à froid, et de créer des campagnes comme ça ensemble. Et ça a des super, super résultats. Et de pouvoir suivre, en fait, est-ce qu'on raccourcit le cycle de vente? Ça, c'est absolument clé de regarder ces stats-là, de ne pas regarder uniquement côté marketing, les leads, les MQL, mais vraiment regarder, OK, cette campagne LinkedIn Ads, ce livre blanc, etc. Certes, il y a eu des gens qui ont cliqué, qui ont téléchargé, etc. Maintenant, est-ce que c'est devenu des clients? Et c'est vraiment regarder jusqu'au bout du funnel. Ça, c'est important. Regardez aussi le day-to-day, en fait, comment les deux équipes bossent ensemble et quels sont les feedbacks. Est-ce qu'il y a de l'animosité entre les deux équipes? Ça, évidemment, c'est diminuer au maximum ces choses-là. Et ce qui est pas mal aussi, c'est d'intégrer des feedbacks dans la partie plus RH, plus de management, mais dans les performance reviews, d'avoir des feedbacks aussi des sales côté market ou du market côté sales pour voir un petit peu, en fait, comment les deux équipes fonctionnent bien ensemble. Ça, c'est aussi assez game changer. Intéressant, je vais peut-être laisser Adam rebondir justement. Je te rejoins tout à fait. Et après, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de monitorer certains indicateurs intermédiaires, je dirais, avant la performance finale. Et notamment, par exemple, quand on disait tout à l'heure qu'il y avait trop peu de leads qui étaient traités, voir comment ça évolue, voir comment le temps de traitement avant la prise en charge par les sales de ces leads, parce que forcément, on disait tout à l'heure, ils sont un peu feignants. Je pense qu'en fait, on l'est un peu tous, parce que c'est assez humain d'aller vers le chemin de moindre résistance. Ça fait mieux en anglais, ça, mais c'est pas grave. Mais forcément, on va là où c'est le plus facile, et donc, s'ils voient que la matière envoyée par le marketing, parce qu'il y a ce bon alignement-là, leur apporte beaucoup plus de valeur et de potentiel, ils vont tendance à les traiter beaucoup plus facilement. Je sais que, par exemple, une scale-up dans laquelle j'ai travaillé, on était parti de très très loin en termes de prise en charge des leads, parce que justement, il y avait un désalignement extrêmement fort, et par l'ensemble d'actions qu'on a pu citer précédemment, on a beaucoup amélioré les choses, et on avait augmenté le taux de traitement des leads et le temps de traitement de ces leads-là
de manière assez incroyable, où avant, il y avait des leads qui pouvaient attendre 14 jours, un mois avant d'être contactés, quand vraiment les sales n'avaient plus rien à se mettre sous la dent. Et au final, l'état final était une prise en charge en moins de 24 heures, ce qui peut déjà être long et qui encore doit être amélioré en général, quand il y a vraiment des choses, des leads chauds, mais ça représentait déjà une progression assez incroyable. Et voilà, c'est ce type d'indicateur-là intermédiaire qu'il faut aussi rechercher pour voir que voilà, on va dans le bon sens, ça avance, et pour rassurer aussi tout le monde sur la démarche. Intéressant. Lise, tu veux peut-être rebondir dessus, Oui, peut-être des exemples en fait, ça rejoint ce que Juliette et Adam ont mentionné tout à l'heure, mais en gros, sur la partie raccourcissement en fait du cycle de vente, ou en tout cas le passage d'une étape de l'entonnoir à l'autre, en fait, souvent la partie, on va dire, prise en charge du marketing, du push des contenus par les séquences, les automatisations, en fait, on voit comment ça le convertit sans l'intervention commerciale. Donc en fait, ça, en termes d'outils de mesure en interne, ça aide beaucoup à se dire: «Ah oui, effectivement, les contenus sont efficaces», parce que le temps, tout simplement, le cycle de vente se raccourcit sans intervention. Donc en tant que sales, moi, si je suis sales, je me dis: «Ah, j'ai passé moins de temps à faire du nurturing, sur telle ou telle cible», et donc c'est très bien parce que, c'est du win-win des 2 côtés. Mais globalement, moi, j'aime beaucoup, toujours dire: «Bah, si on est tous focalisés sur le client en premier, ça va bien se passer». Donc c'est pour ça que je parle tout le temps de l'expérience client. Donc avant de se sonder, on va dire, mutuellement, sondons les feedbacks clients sur leur propre expérience. Quand je dis clients, c'est les prospects, hein, aussi, pour qu'il y ait pas cette frustration de, bah, j'ai envoyé une requête, personne ne me répond, les temps de traitement sont longs, et cetera. Tout ça, les retours du terrain sont les plus importants, et surtout, c'est ceux qui sont toujours prioritaires pour tout le monde, pour que, en interne, et les sales et le market réagissent de manière alignée. Intéressant. Je vous propose, comme le temps passe, qu'on passe peut-être à la dernière partie de cette discussion qui concerne la vision et les recommandations. Il y avait une question que je voulais vous poser parce que nous avons tous constaté les évolutions de ces derniers mois avec l'intelligence artificielle, l'apparition de nouveaux outils. Je voulais avoir votre point de vue sur comment est-ce que vous voyez le futur, en fait, justement, de cette collaboration sales marketing. Est-ce que vous avez déjà pu mesurer des choses concrètes, avoir mis des choses en place de manière concrète qui ont pu avoir un impact. Peut-être Juliette, si tu veux nous partager un peu ton point de vue là-dessus? Oui, bah, je pense que l'IA, et on ne peut pas passer à côté, hein. Aujourd'hui, moi, j'essaye de continuer à monter en compétences aussi là-dessus. Heureusement, il y a en effet des outils, qui voient le jour, comme par hasard, comme Notion, par exemple, qui permettent d'être beaucoup plus efficaces, pardon, sur, la rapidité d'exécution. En fait, c'est surtout comme ça qu'il faut qu'on la voit. On va pas être remplacé par les IA. Je pense que, enfin, nos jobs vont évoluer, nécessairement, la manière dont on voit notre travail et les résultats vont évoluer avec l'IA, mais il faut continuer à nous, on a cette chose que l'IA n'a pas, c'est cette créativité. Donc comment on allie, en fait, cette créativité et comment on gagne du temps sur certaines tâches qui ont moins de valeur, et je pense que c'est, comment on aide à continuer à aligner les 2 équipes et à créer des contenus, sales enablement, par exemple, beaucoup plus rapidement, avec en récupérant, typiquement côté sales, il y a l'outil, Mojo pour l'écoute des calls qui est aussi boosté à l'IA. Donc, comment le marketing peut peut-être récupérer des calls, passer tout ça dans l'IA pour en recréer un document justement de contre-argumentaire, et comment les sales vont pouvoir se former avec, l'IA aussi en mettant toutes les ressources sales enablement dans un outil, et cetera. Donc je pense que l'IA, va énormément nous aider à devenir, meilleurs dans notre job, plus efficaces, plus productifs, et du coup, plus sereins en fait au quotidien, et je pense que c'est ça aussi
permettra de finaliser, on va dire, ces alignements sales et marketing. C'est en fait, on va tous chiller un coup, le marketing sera moins, sous pression, les sales seront moins sous pression aussi et du coup, ça permettra des discussions qui seront aussi plus fluides. Tu crois ça, Adam? Tu rejoins le point de vue de Juliette sur le chilling du market? Chilling, je sais pas, mais en tout cas, on peut espérer que les outils comme ça, quelle que soit leur nature, vont participer s'ils sont bien adoptés, bien intégrés, parce que l'outil c'est toujours bien, ce qu'on en fait c'est encore une autre histoire. Mais on peut espérer qu'en tout cas ça participe à rasséréner un peu les relations, parce que justement voilà, il y aura des contenus qui seront utilisables de manière plus pertinente, on aura des leads qui seront mieux scorés et qui vont permettre aux, aux, aux sales de se concentrer là où il faut, là où ils ont le plus d'impact aussi. Et à terme, peut-être que ça va aussi participer à un rapprochement intelligent entre ces équipes-là. Je vois déjà, moi ça fait quasiment 15 ans maintenant que je suis dans le B2B, j'ai vu quand même des pratiques qui évoluaient et que la situation d'il y a 15 ans dans les boîtes tech de l'époque n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Donc il y a quand même voilà, des pratiques qui évoluent et je trouve que ça va dans le bon sens et que ces outils-là vont certainement y participer. Ouais. En tout cas, on peut raisonnablement l'espérer, je pense. Et côté sales, alors c'est quoi le point de vue côté sales pour vous? Écoute, moi j'entends de tout, hein, parce que quand tu vois des outils qui sont capables de répliquer, qui peuvent utiliser ta voix, qui te créent un avatar sur ton image, j'ai déjà eu des réflexions de notre métier va disparaître. Je ne pense pas du tout. Je pense que c'est un outil, l'humain va rester clé. Moi, j'ai hâte d'utiliser l'IA pour toutes ces bases de leads. On en a parlé depuis le début. Le marketing apporte beaucoup de leads, mais ils ne sont pas tous traités par les ventes parce que le vendeur va se concentrer sur des leads à forte valeur ajoutée. Et qu'est-ce qui se passe avec ces autres leads? Donc, on appelle ça du self-service, mais le self-service peut être accompagné aussi par de l'IA. Donc, on peut envisager l'IA pour adapter une démonstration personnalisée pour un lead à faible valeur ajoutée, mais qui sera toujours du revenu pour l'entreprise. Donc moi, je le vois comme ça. J'ai aussi, aujourd'hui, on utilise Anthropic Claude pour, on est en train de former l'IA chez Dagis pour on lui a donné une scorecard et pour que Claude puisse évaluer la qualité des leads entrants et qu'on puisse créer, un peu comme dans la pub, un look-alike modeling sur ces leads sur lesquels on doit passer un peu plus de temps. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être très positives en vente, mais après, la valeur ajoutée du commercial sera, je pense, toujours là pour accompagner, parce que l'expérience client, Lise en parlait, l'expérience client, elle est clé, et c'est sûr que l'IA ne va pas remplacer cette expérience humaine. Donc moi, je suis très positif optimiste. Je suis très optimiste. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu la question du moment, que tout le monde se dit on va être disrupté par l'IA, on va être remplacé, qu'est-ce que je vais faire le mois prochain? C'est un peu l'angoisse pour tous les départements. En tout cas, merci pour ce partage. J'avais une dernière question avant peut-être que l'on mette un terme à cette discussion, puisque l'heure passe. Un conseil clé que vous donneriez chacun à un CMO ou un content manager, et je poserai la même question côté sales, un conseil clé pour un sales manager, pour Anne-Maëlle. Je propose peut-être que Lise, tu peut-être partages ton point de vue en premier. Oui, alors il y a un point déjà que je voulais rajouter sur la partie IA, c'est qu'en fait, c'est le gain de productivité, il est énorme, mais dans le quotidien, si je suis sales, en fait, ça fait gagner un temps. Dans sales, il y a les setters et les closers, et en fait, pour les setters, ça fait gagner un temps énorme aux marketeurs et aux setters des sales. Donc ça, c'est tellement important parce que c'est vraiment du win-win dans tout ce qui est business intelligence de la connaissance client. Et si je dois
le répliquer sur la partie push, on va dire, du market. Sur la partie contenu, c'est pareil, ça aide énormément à pousser le bon contenu pour faire du nurturing, au niveau du client. Mais pour se dire comment je fais, si j'ai un seul conseil à donner, ce serait, vraiment rapprocher géographiquement les sales et market. Plus la boîte grossit malheureusement, plus ils sont en train de bosser en silo et donc en fait, il faut, c'est ce côté, put yourself in my shoes, et de passer réellement plus de temps ensemble, pendant et hors office. Donc, que ce soit par du shadowing, 1 fois par mois, mais ou bien se dire, parce qu'on bosse tous, en remote de plus en plus et bah, se mettre d'accord qu'1 fois par mois, on passe le même jour au boulot. Ça a l'air, idiot ou trop basique en soi, mais vous pouvez pas imaginer le nombre de feedbacks qu'on se raconte, Mmh. quand on ne se voit pas, Partager un parce café. que oui, parce qu'en fait, c'est les side conversations qui manquent, en Mmh, fait. mmh, mmh. Juliette, ça t'inspire quoi, toi, de ton côté? Ah moi c'était exactement la même chose que j'allais dire en fait. Allez vous asseoir avec les sales, vraiment, et je suis même plus radicale, c'est même pas 1 fois par mois, c'est au moins Tous les 1 jours, jour hein? par semaine, au mieux tous les jours, si les 2 équipes peuvent être, si c'est un open space, être assis à côté et en fait entendre les problématiques que chacun a. Moi, c'est ce que je trouve le plus efficace. Aller s'asseoir à côté des sales, participer à leur call en effet, parce qu'il y a plein de choses, ils n'ont pas toute la knowledge que vous avez côté market. Enfin, c'est extrêmement puissant et définitivement aller boire des bières. Enfin, vraiment, le thé, café, verre d'eau, coca, on est open à tout, mais aller faire aussi des moments informels avec les commerciaux et c'est comme ça que vous allez construire la confiance aussi. Mine de rien, c'est ce qui est le plus efficace, de physiquement être ensemble et de passer un bon moment en dehors du taf et d'apprendre à se connaître aussi pour construire cette confiance. Adam, un petit mot pour partager un conseil? Bah, je vais pas répéter la même chose, mais je suis tout à fait d'accord. Je rajouterai simplement d'abord que c'est quand même en partie quelque chose qu'on peut essayer de faire, en remote. J'ai bossé sur des orgas full remote, où on peut essayer de travailler ces rituels-là autrement par, des petites récurrences informelles, par beaucoup de choses comme ça, par du Slack, voilà. On peut créer quand même des choses similaires, même si c'est pas aussi efficace que d'aller, se retrouver à la machine à café. Ça peut très bien fonctionner quand même, donc à explorer aussi. Et enfin, je dirais en complément, travailler à la proximité avec les sales, oui, c'est le plus important. Et pour ça, par contre, comme moyen supplémentaire, aller voir les clients. Je pense qu'il y a le marketing, il est quand même censé être celui qui connaît avec les sales le mieux les clients, et la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Cette connaissance, elle est côté sales, et il y a des grosses lacunes côté marketing. La moitié des boîtes chez qui j'interviens, euh, le marketing ne parle pas aux clients. Il y en a même qui viennent pas sur les événements, par exemple, parce qu'ils considèrent qu'ils ont organisé l'event. Maintenant, c'est bon, c'est aux sales de bosser. Il y a vraiment un fossé. Je dis toujours qu'il faut d'abord balayer devant sa porte. Et côté marketing, il y a vraiment un fossé à combler de ce point de vue-là, ce qui aidera à se rapprocher aussi des sales ensuite. Ouais, et puis même au-delà des sales, il y a aussi peut-être les product marketing managers et les customer success managers, hein, qui sont au contact des clients Ouais. post-conversion. Anne-Maëlle, c'est pour toi quelque chose que tu partages, j'imagine, cette Ouais. discussion. Oui, je suis vraiment alignée avec tout le monde, d'être dans le partage, de se voir le plus souvent possible. Moi, je travaille en fully remote depuis 10 ans et ça marche quand même en remote. Je suis d'accord avec Adam, c'est juste qu'il faut être créatif. Et puis, effectivement, les attentes clients sont clés pour les deux équipes. C'est vrai que dans l'écosystème, tu l'as élargi, Pierre, au product manager, au marketing product manager. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent tirer des enseignements du client final, mais déjà, si le marketing et les ventes passent plus de temps ensemble, ça devrait permettre que le moteur avance plus rapidement. Donc, je suis très alignée avec tout ce que vous avez dit.
Eh ben, écoutez, on va conclure sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été présents aujourd'hui. Je rappelle du coup que ce webinaire il sera visible en replay. Vous recevrez une petite notification via LinkedIn et puis par email pour ceux qui s'étaient inscrits par mail. En tout cas, je voulais juste vous partager en guise de conclusion cette information. Donc, ce webinaire a été organisé par Newton, la solution pour créer et gérer les contenus marketing, qui centralise les contenus marketing, qui les monitore et qui en donne aussi une visibilité aux sales, qui propose des nouvelles idées de contenus pertinentes sur la base de résultats ou de centres d'intérêt des audiences, qui va vous aider à les créer et à les partager. Je vous partage cette petite offre d'essai gratuit avec un tarif préférentiel pour les early adopters qui sera valable jusqu'au 28 février. Donc n'hésitez pas à venir tester le produit newton.io. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui. Merci Anne-Maëlle, Lise, Juliette, Adam. Merci à vous quatre d'avoir été présents. Et puis, on se retrouve à l'occasion pour un autre webinar. En tout cas, bonne journée à vous tous. À très vite. Bonne À bientôt. journée. Merci. Salut à tous. Au revoir.